Bienvenue à tous, c'est Info Soir. Voici les titres de ce jeudi. Le projet de loi de finances 2020 au menu du Conseil du gouvernement. Le texte qui comporte un volet social important prévoit la hausse du budget consacré aux régions, un taux de croissance de 3,7 et un déficit budgétaire de 3%. La 4e commission de l'Assemblée générale de l'ONU réitère le soutien au processus politique visant le règlement de la question du Sahara marocain. La résolution adoptée hier appelle l'ensemble des parties à coopérer pleinement avec le secrétaire général de l'ONU. C'est la journée mondiale du don d'organes ce jeudi, l'occasion de parler d'un geste qui peut sauver des vies. Partagé entre crainte et réticence, les Marocains sont très peu nombreux à franchir le pas. Pourtant, cette pratique est encouragée par les autorités religieuses et sanitaires. La photographie investit plusieurs lieux emblématiques de Marrakech. La ville ocre va vivre au rythme d'un nouveau rendez-vous artistique qui dépasse les frontières à la fois culturelles et géographiques. Les rencontres de la photographie, un événement à découvrir à la fin de cette édition dans la chronique de Samia Harris. Madame, Monsieur, bonsoir. Fraîchement restructurée, la nouvelle équipe gouvernementale a tenu ce jeudi son premier conseil, une réunion consacrée au projet de loi de finances 2020 et au texte qui l'accompagne, les premières prévisions du PLF qui sera présenté devant les deux chambres du Parlement lundi, prévoit notamment un taux de croissance de 3,7 et un déficit budgétaire de 3%. Les développements dans ce reportage d'Abdelhamid El-Morabit et Mustafa Saïdouni, le récit est de Mamadou Diaye. Le projet de loi de finances 2020 inscrit en toile de fond lors de ce conseil de gouvernement. Le projet vise à terme un taux de croissance de 3,7% contre 2,9% en 2019, avec un volet essentiel relatif au renforcement de la politique sociale. Consacrer 26 milliards de dirhams au pouvoir d'achat des plus démunis, y compris la classe moyenne, à travers le dialogue social, constitue une des priorités les plus importantes. Le budget prévoit une hausse de l'enveloppe allouée aux régions. Celle-ci passera de 8 milliards 500 millions de dirhams en 2019 à un peu plus de 9 milliards en 2020. Le Conseil de gouvernement a également examiné les textes devant accompagner le projet de loi, des textes relatifs aux emprunts internes et le recours à l'investissement étranger. Nous avons l'ambition d'insuffler une nouvelle dynamique à l'investissement. Tous les pays qui se sont développés à travers le monde l'ont été grâce à l'investissement, qu'il soit interne ou externe. Il faut un climat propice pour encourager l'investissement. Le projet de loi de finances s'appuie sur une approche basée sur le résultat. Il prévoit ainsi une nette amélioration de la qualité du service public, surtout dans les secteurs de l'éducation et de la santé, avec la création de nouveaux postes budgétaires qui dépasseraient les 28 000. La 4e commission de l'Assemblée générale de l'ONU réitère le soutien au processus politique visant le règlement de la question du Sahara marocain. La résolution adoptée hier appelle l'ensemble des parties à coopérer pleinement avec le secrétaire général de l'ONU pour trouver une issue politique à ce différend régional. Le point avec Mehdi Soufiane. La 4e commission réaffirme son soutien au processus politique mené sous les auspices des Nations Unies pour le règlement de la question du Sahara marocain. La résolution, adoptée hier, appuie le processus basé sur les résolutions du Conseil de sécurité depuis 2007 en vue de parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable. Le texte fait également référence aux résolutions du Conseil de sécurité qui ont consacré depuis 2007 la prééminence de l'initiative d'autonomie présentée par le Maroc, saluée par l'organe exécutif de l'ONU et l'ensemble de la communauté internationale comme étant une initiative sérieuse et crédible pour le règlement définitif de ce différend régional. Le texte soutient également les recommandations des résolutions 2440 et 2468 adoptées respectivement en octobre 2018 et avril 2019 par le Conseil de sécurité qui appellent à faire des progrès dans la recherche d'une solution politique, réaliste, pragmatique, durable et basée sur le compromis. Hier, devant la 4e commission de l'ONU, l'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès des Nations Unies, Omar Hilal, a rappelé que l'initiative marocaine d'autonomie est l'unique et seule solution à la question du Sahara marocain. Omar Hilal a également dénoncé les violations des droits de l'homme dans les camps de Tindouf. Il a aussi rappelé l'essor politique, économique et social des provinces du sud du royaume grâce aux investissements réalisés par le Maroc.
Et c'est dans ce contexte que l'ex-dirigeant du Front de libération nationale algérien, Ammar Saadani, a tenu des propos très explicites. C'est la première fois qu'un responsable politique algérien s'exprime aussi ouvertement sur la marocanité du Sahara et affiche clairement sa position dans une longue interview accordée ce jeudi aux médias algériens TSA, tout sur l'Algérie. L'ancien dirigeant du FLN algérien a déclaré, je cite, « Je considère que le Sahara est marocain et rien d'autre. Le Sahara a été enlevé au Maroc au congrès de Berlin. Aussi, je pense que l'Algérie a versé pendant 50 ans des sommes faramineuses à ce qui est appelé le Polisario et cette organisation n'a rien fait et n'est pas parvenue à sortir de l'impasse. » Fin de citation. Le Premier ministre britannique Boris Johnson et le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker ont annoncé qu'un accord de sortie dans le cadre du Brexit a été trouvé ce jeudi. Approuvé par les 27, le texte doit désormais être voté par le Parlement britannique samedi. Mais il paraît presque improbable qu'il soit adopté. Les députés travaillistes et les unionistes nord-irlandais ont annoncé leur intention de rejeter l'accord. Il s'agit du deuxième accord trouvé entre Londres et Bruxelles pour mettre en œuvre le résultat du référendum britannique de juin 2016. Le premier, négocié par Theresa May, avait été rejeté à 3 reprises, un échec qui avait entraîné la chute de l'ex-première ministre. Retour à l'actualité nationale avec l'épineuse question de l'avortement. 3 ans après son adoption en Conseil de gouvernement, le projet de loi sur l'avortement est toujours bloqué dans le circuit législatif. En attendant l'aboutissement de cette réforme, ce sont 600 à 800 actes d'interruption de grossesse non désirés qui sont pratiqués chaque jour clandestinement, selon les chiffres de l'Association marocaine de lutte contre les avortements clandestins. Pour aborder ce sujet polémique, les jeunes ont ouvert un débat sur la question. Une conférence organisée par le bureau des étudiants de l'université Mohamed VI des sciences de la santé. Reportage Salim Abenabou et Aziz Majid. Personne ne s'attendait à voir un amphithéâtre aussi plein, preuve s'il en est que la question intéresse tout le monde, quelles que soient les positions. Face aux près du millier de jeunes présents hier après-midi, des politiques, chefs de parti, ex-ministres, chercheurs, médecins, écrivains, invités à débattre sur la question de l'avortement. Doit-il être dépénalisé? Si oui, sous quelles conditions? Pour certains, la réponse est évidente. Il est vraiment temps qu'on se solidarise pour que ces lois changent. Je pense déjà que le plus important et la plus grande victoire aujourd'hui qu'on ait eu, c'est d'avoir créé le débat. On voulait un débat et on l'a eu. Et un débat aujourd'hui que s'approprient aussi les étudiants. Aujourd'hui, on est dans une université, il y a plusieurs grandes écoles qui sont partenaires, plusieurs étudiants de différentes perspectives qui sont venus, qui nous ont écoutés, qui ont parlé. Pour moi, c'est déjà énorme. Je suis là pour défendre les libertés individuelles et contredire certaines idées, certaines voix qui estiment que le référentiel religieux et les valeurs religieuses interdisent absolument l'avortement. Je dis même qu'au sein du référentiel religieux, il existe de nombreux moyens pour débattre de ce sujet, le réglementer et ainsi s'adapter aux évolutions que connaît la société marocaine. L'une des choses qui fait que ces institutions ne sont pas au niveau des attentes du peuple, c'est justement le fait que le peuple et la jeunesse, en particulier les intellectuels, ceux qui portent l'opinion dans notre pays, n'investissent pas ces institutions, de la commune jusqu'au Parlement. À l'origine de ce débat, une dizaine d'universitaires, médecins de demain, membres du bureau des étudiants de l'université Mohamed VI des sciences de la santé. Rajaré Souni, qui, si vous voulez, réouvert le débat sur l'avortement, sur les libertés sexuelles, sur les libertés individuelles, et parce que c'est un sujet qui nous concerne, nous Marocains et Marocaines de demain. Et du coup, on a pensé à faire un grand débat pour savoir ce que pensent les jeunes. Est-ce qu'ils sont pour, est-ce qu'ils sont contre les libertés individuelles, est-ce qu'ils sont pour, est-ce qu'ils sont contre l'avortement. Et je pense que ce débat, il permettra à la société civile, il permettra aux partis politiques, il permettra à pas mal de personnes de savoir ce qu'on pense. Faut-il dépénaliser l'avortement? Si oui, sous quelles conditions? La question dans la salle divise et c'est justement tout l'intérêt d'en avoir parlé ouvertement hier après-midi. Quelle est votre position sur cette question? Dans un cas de viol, dans des malformations, dans des problèmes pour la femme, ça devrait même pas être... c'est à la femme de décider évidemment. Il ne doit même pas y avoir de débat. Après, pour le reste, je ne saurais pas vraiment me positionner. Je suis pour l'avortement. Dans certains cas, en revanche, un couple marié qui souhaite avorter, je suis plutôt contre. Pour moi, la religion l'emporte, c'est un péché. Je suis pour l'avortement, mais que ça soit pas anarchique. La femme ne peut pas vivre avec cet enfant, ne peut pas fonder une famille sans père. Là, je pense qu'elle doit avorter.
Aujourd'hui, l'avortement est permis seulement lorsque la santé de la mère est en danger. Selon Shafiq Shraibi, gynécologue infatigable militant contre les avortements clandestins, estimé à 800 par jour avec tous les risques que cela implique, hémorragie, infection, voire même décès, il suffirait de modifier légèrement l'article 453 du Code pénal pour éviter tous ces drames. Il faut comprendre cette santé telle qu'elle est définie par l'OMS. La santé est un état de bien-être physique, psychologique et social. Donc si cette femme, par sa grossesse, est menacée dans une de ces trois composantes, on peut être en droit de pratiquer un avortement dans les règles de l'art. Force est de constater qu'une telle rencontre après la condamnation de Hajar Reissouni s'imposait. Les étudiants ont d'ailleurs, comble du hasard, appris sa libération quelques minutes avant d'entrer dans la salle. La grâce royale accordée par Sa Majesté le roi Mohammed VI a suscité les applaudissements d'une jeunesse vraisemblablement ouverte au dialogue. Depuis 2005, le 17 octobre est la journée mondiale du don d'organes et de la greffe instaurée par l'Organisation mondiale de la santé. L'occasion de parler d'un geste qui peut sauver des vies, mais partagé entre crainte et réticence. Les Marocains sont très peu nombreux à franchir le pas. Pourtant, cette pratique légale depuis 20 ans maintenant est encouragée tant par les autorités religieuses que sanitaires. Reportage Abdel Fattah Moumen sur un récit de Oussama Bqali. Souad Moussaoui, vétérinaire de profession, est décidé et déterminé. Il est au tribunal de première instance de Casablanca pour s'inscrire au registre national des donneurs d'organes. Convaincue par sa démarche, elle sait que son geste sauvera plusieurs vies. Le nombre d'hémodialysés au Maroc augmente, les besoins de reins, de foie, de cornée augmentent, mais personne ne donne. Au Maroc, la loi numéro 1698 encadrant le don, le prélèvement et la transplantation d'organes offre deux possibilités. Donner à sa mort, à toute personne dans le besoin, ou de son vivant, à condition d'être majeur, en bonne santé et avoir un lien familial avec le receveur. La loi autorise le père, la mère, le fils, la fille, le frère et la sœur, l'oncle et la tante, le cousin et la cousine germaine, ainsi que le conjoint, tant que la relation a duré plus d'1 an. Pour les personnes malades, ayant des organes défaillants, la transplantation constitue la seule chance de survie. Et ces personnes souffrent, ainsi que leurs familles, chaque jour. Au Maroc, le greffon le plus demandé est sans conteste le rein. Avec 30 000 personnes hémodialysées et à peine 600 reins greffés depuis 1985, cette demande est la plus importante. Elle est estimée à près de 17 000 demandeurs selon l'association Rein Maroc. La greffe provenant de personnes en état de mort cérébrale, bien moins connue que la transplantation apparentée, n'a été depuis sa légalisation en 2010 pratiquée que 35 fois. Le don d'organes dont il va également être question dans la chronique de Samia Halissi. Samia, bonsoir. Alors vous nous présentez ce soir un film qui raconte une histoire plutôt tragique. Et oui, on commence, Ihsan, ce soir, une fois n'est pas coutume, par un sujet qui n'est pas très léger. En cette journée mondiale du don d'organes et de la greffe, des milliers de patients subissent toujours, comme on vient de le voir, l'angoisse de l'attente d'un organe. Et c'est le sujet du nouveau film d'Abdelhay Al-Iraqi qui est diffusé ce soir sur notre antenne. Qalb Karim, je vous propose de voir un petit extrait. Et avec nous sur ce plateau, Abdelhay Al-Iraqi, réalisateur de Qalb Karim. Abdelhay Al-Iraqi, bonsoir. Alors, Qalb Karim, c'est l'histoire de Karim, un étudiant en médecine qui décède tragiquement dans un accident et qui, son vivant, avait laissé un testament pour donner ses organes. Qu'est-ce qui a motivé le choix de ce thème ? Écoutez, je crois que dans votre reportage, c'était très clair. Je veux dire, depuis 20 ans que la loi existe sur les dons d'organes et qu'elle est encouragée par les autorités et par les associations, il se trouve qu'il n'y a pas plus de 1000 personnes qui sont inscrites pour donner leurs organes. À partir de ce constat que j'ai trouvé alarmant et désolant, j'ai construit toute une fiction autour de ça. Mais mon film est un film plein d'espoir. C'est un film qui donne et qui donne le désir aux gens d'aller s'inscrire pour donner leurs organes. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est sans don d'organes, il n'y a pas de greffe et les gens peuvent mourir.
Et ce qui est magnifique dans le film, et je pense que c'est ça qui a été le point de départ, j'ai construit autour de cette mère aimante qui perd un être cher, son fils, ce que je souhaiterais à personne de vivre ce qu'elle a pu vivre, et suivre son cheminement jusqu'à l'acceptation du don d'organes. Et justement, vous avez mis en scène cette famille en deuil qui perd son fils et qui a du mal à accepter de voir qu'on touche à son corps. Selon vous, qu'est-ce qui suscite ce genre de réaction? Je pense d'abord que c'est humain. C'est vraiment humain. Je me suis renseigné autour. C'est très difficile, de premier abord, de demander à quelqu'un de prendre des organes à son être, surtout qu'elle venait de vivre une situation très difficile. Elle venait de vivre la mort de son fils, parce que le film est construit en 3 grandes étapes. La première étape qui est très très courte, qui dure 7 minutes, où on voit cette famille heureuse, dans des meilleures conditions, cette mère aimante, qui est une mère d'une grande sensibilité, qui donne de l'amour, qui travaille, qui est boulangère, on la voit travailler la farine, donc elle est très humaine, et tout le monde pourrait s'identifier. Et en 7 minutes arrive un climax qui fait que cet enfant qu'elle a, ce désir qu'elle avait en lui, qui est un enfant exceptionnel, je l'ai montré, étudiant en médecine, donnant de l'amour autour de lui, disparaît d'un jour à l'autre. Et il se trouve que ni sa famille, ni personne n'était au courant qu'il s'était inscrit, il venait juste de s'inscrire au tribunal pour donner ses organes en cas d'accident. Et donc ça, c'est ce que la loi autorise aussi, c'est que si la famille, même si vous êtes donneur et vous êtes inscrit, si la famille refuse, il n'y a pas de don. Mais comme il était élevé dans une famille qui respecte le droit à la parole, qui respecte l'autre, ils ont été obligés de respecter sa volonté contre leur volonté. Et ce qui m'a intéressé, c'est ce cheminement, pour que les gens puissent comprendre, parce qu'il était très facile de partir de quelqu'un qui peut, dès le départ, accepter ce don d'organes. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de montrer humainement une femme qui est moderne, sur laquelle on pourrait s'identifier, qui, quand elle est touchée dans sa chair, elle perd de son humanité, elle perd de sa modernité. Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous avez vraiment la fibre sociale. Il y a eu Ali qui parlait d'autisme, il y a eu Maqtou' min Shajra qui parle d'héritage et de parité homme-femme. Est-ce que c'est une volonté pour vous d'interpeller, de faire réfléchir sur des problématiques qui vous touchent? Absolument. Je considère que, notamment pour la télévision, quand je travaille pour la télévision, je considère que nous, créateurs intellectuels, on se doit être des réveilleurs de conscience. Et par la caméra, ou les écrivains, ou les poètes, par le stylo, toucher là où ça fait mal, là où le bas blesse. Et je considère que c'est une obligation, pour moi personnellement, je considère. Mais ce qui est très important, c'est qu'en même temps que le fait de mettre le doigt et la caméra la pointer sur toutes ces injustices, il faut amener le spectateur à prendre du plaisir à regarder votre projet. Et c'est là où tout le travail se fait très difficile avec les comédiens, avec la mise en scène, pour que les gens puissent adhérer à votre projet. C'est pour ça, par exemple, que dans une série comme Maqtou' min Shajra, j'ai été heureux le jour où j'ai appris au bout du 10e épisode qu'on avait dépassé les Turcs. C'est la première fois qu'une série marocaine fait 7,5 millions de spectateurs au bout du 10e. Et donc là, c'est tout un travail de mise en scène, de construction, de psychologie des personnages qui fait que d'amener les spectateurs à adhérer. Parce que moi, j'ai un principe, je considère que le spectateur est quelqu'un d'intelligent. Donc il faut lui donner un travail intelligent. Abdelhai El-Iraqi, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation et je rappelle que Qalb Karim est diffusé ce soir aux alentours de 21h40 sur notre antenne. Samia, on poursuit cette chronique avec cette fois-ci un nouveau rendez-vous culturel. Ça se passe à Marrakech et ça s'appelle les rencontres de la photographie. Alors ces rencontres, Ihsan, ce sont des échanges autour de la photographie qui ont pour théâtre le magnifique site du Palais Bdia ainsi que 3 autres espaces. Il y a également des expositions en plein air. Les artistes participants qui sont à peu près 60 viennent de 25 pays avec différentes sensibilités culturelles. Autant de lucarnes ouvertes sur le monde. Le pays invité, le Japon, carte blanche
a été donné à l'artiste d'origine japonaise Miki Nitadori, qui a sélectionné et présenté 6 photographes japonais de renommée internationale. Et hier soir, les temps forts de l'événement, c'était une exposition inédite de photographies du Sahara marocain de Michel Nachef. Bref, si vous aimez la photographie, n'hésitez pas, allez-y, Yassine. Il y a même une soirée projection au Palais Bdia le 19 octobre. Un avant-goût dans ce reportage d'Isa Chokri et Mohamed Chhrima. On regarde. C'est à travers ses œuvres que Michel Nachef tente de transmettre au public sa passion pour son pays d'adoption, le Maroc. Séduit par le sud du royaume, l'artiste libanais dévoile quelques-uns de ses clichés pris à Tantan dans les années 70. Et pour le commissaire de cette exposition, le choix des photographies n'est pas anodin. Il a fallu faire sur en gros une cinquantaine de photographies sur les 2 expos, un choix extrêmement difficile. Et moi, j'ai choisi au niveau des formats, parce que pour moi, ce qui est important en photographie, c'est aussi le choix du rythme et des formats dans une exposition. Une exposition organisée à l'occasion des rencontres de la photographie qui ont réuni des artistes de 25 pays différents, dont le Japon, invité de marque de cette édition. Nous sommes contents d'inviter le pays, justement le Japon, comme invité d'honneur. On va vivre justement des moments assez intenses en termes justement d'échanges artistiques et intenses en termes aussi de création. Ces projets, c'est pour avoir le plus de liens entre deux pays, et de compréhension pour aider l'amitié, voilà, à travers de culture. Créée en 2016, ces rencontres sont avant tout une plateforme d'échange autour de la photographie, à partir des diverses réalités culturelles d'artistes nationaux et internationaux. Et pour finir, Samia, place à vos propositions de sortie et votre agenda. Et on commence avec du cinéma, on revient vers le cinéma, le festival du cinéma arabe qui s'ouvre demain à Casablanca et qui se poursuit jusqu'au 25 octobre. Agadir en fête le 19 octobre avec son désormais traditionnel concert de la tolérance, de la douceur avec le concert des Sweets, chocolat et musique baroque le 23 octobre au studio des Arts Vivants à Casablanca. Et ne ratez surtout pas le concert spatial de la Compagnie des musiques télescopiques actuellement en tournée dans les instituts français du Maroc depuis le 11 octobre à Tanger et qui se poursuit le 19 à Marrakech et jusqu'au 25 octobre à Rabat. Et enfin, l'artiste belgo-égyptien Tamino se produit le 25 octobre à Casablanca. Yassine. Merci Samia, à vous et à votre invité Abdelhai El-Iraqi. Samia, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique culturelle. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal, ces propos très explicites de l'ex-dirigeant du Front de Libération Nationale algérien, Ammar Sadani. C'est la première fois qu'un responsable politique algérien s'exprime aussi ouvertement sur la marocanité du Sahara et affiche clairement sa position. Dans une longue interview accordée ce jeudi aux médias algériens TSA, tout sur l'Algérie, l'ancien dirigeant du FLN algérien a déclaré, je cite, « Je considère que le Sahara est marocain et rien d'autre. Le Sahara a été enlevé au Maroc au Congrès de Berlin. Aussi, je pense que l'Algérie a versé pendant 50 ans des sommes faramineuses à ce qui est appelé le Polisario et cette organisation n'a rien fait et n'est pas parvenue à sortir de l'impasse. » Fin de citation. C'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur notre site 2m.ma et sur l'application My2M. Le prochain journal El Messaïa vous sera présenté par Hicham Rarfaoui demain à cette même place. Mehdi Soufiane. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver lundi. En attendant, portez-vous bien et excellente soirée à tous.